Marie Laforêt, bonsoir. Si l'on tente d'embrasser d'un seul regard... N'en faites rien surtout. Votre trajectoire artistique, on est surpris de constater à quel point la gloire a fondu sur vous sans que vous l'ayez vraiment provoqué, et à quel point dans le même temps, et je dirais même parallèlement, vous avez développé une stratégie assez subtile pour assourdir un peu les trompettes de cette renommée, si bien que on peut vous appliquer parfaitement ces quelques vers de Georges Brassens. Je vivais à l'écart de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux, bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire, sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Alors cette timidité, cette pudeur que vous avez... C'est vous qu'il faut interviewer, c'est pas moi, mais vous êtes absolument formidable. Cette timidité, cette pudeur que vous avez toujours eue, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt? Je ne sais pas comment je dois répondre à cette question, je dois y répondre. Vous faites comme vous voulez. Bon, alors je vais tâcher d'y répondre. C'est vrai que lorsque on appelle ça commencé, j'ai été un peu prise de court et j'ai pas beaucoup apprécié les trompettes, comme vous dites. Les trompettes m'ont fait peur, ça fait du bruit. Il y a des gens qui applaudissent, ça fait du bruit, et j'aime pas le bruit. Maintenant, c'est à vous. Vous avez toujours, vous avez souvent déclaré que vous n'étiez pas devenue actrice par vocation, alors serait-ce par provocation? Oui. Un peu pour conjurer cette... Tout à fait, tout à fait. Mon idée première était d'être carmélite. Vous voyez comme quoi une chose peut en entraîner une autre et qui n'a rien à voir. Mon idée première était donc d'être carmélite jusqu'à ce que, effectivement, je me rende compte que l'idée de base, c'était de mettre les autres derrière des grilles. À partir de là, je me suis dit, c'est donc l'inverse qu'il faut faire, il faut rentrer dans le monde et y rentrer le plus bruyamment possible. Je ne savais pas à ce moment-là que j'aimais pas le bruit. Et je suis rentrée comme ça, en acceptant de faire un concours de théâtre que je n'avais pas l'intention de gagner, mais uniquement parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de parler à plus d'une personne à la fois. J'étais incapable de le faire physiquement, je veux dire, j'étais un cas pathologique. Je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas dire bonjour s'il y avait plus de 2 personnes. Et le fait d'accepter ce concours de théâtre, c'était pour moi une manière de bravade et d'aller plus loin par rapport à moi-même et de dire bonjour à 3 personnes ou même à 1000 personnes d'un coup. Et ça a marché? C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à ce que ça marche, mais ça a marché. D'une certaine façon, ça a marché. J'ai été la première surprise parce que je ne m'y attendais pas. Il y avait 3500 concurrents pour ce concours. Et j'étais bien persuadée que dans ce lot-là... Vous étiez venue avec votre sœur, je crois. J'étais venue avec ma sœur, qui elle, ne pouvait pas le faire. Et puis, voilà, Raymond Rouleau m'a vue, m'a dit, voilà, est-ce que ça vous plairait de venir faire un bout d'essai? On appelle ça un bout d'essai. Et puis, j'ai fait un bout d'essai. Et puis ce bout d'essai a été transformé. Vous vous rappelez encore du texte? Oui, c'était La ménagerie de verre de Tennessee Williams. Et ça tombait très bien parce que c'était une jeune personne très timide et très complexée. Alors ça allait très très bien avec ce que j'avais à cette époque-là, que j'ai toujours d'ailleurs. Quand vous étiez une petite fille, vous aviez déjà cette attitude-là, et j'ai lu quelque part que vos parents vous avaient interdit à 4 ans de toucher le piano de peur que vous ne deveniez peut-être une artiste. Exact. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je devais avoir déjà des dispositions pour faire la saltimbanque. Mais je pense que c'était plus dans mon caractère que dans l'expression véritablement publique de la chose. Donc, ils avaient très peur que je fasse et de la danse et du piano, de peur que, par malheur, dans cette famille bourgeoise, qui n'était pas bourgeoise d'ailleurs, il y ait un âne à 3 pattes qui soit un artiste. À part cette exception, ce sont quand même vos parents qui vous ont ouvert à la curiosité culturelle dans le sens le plus large du terme. Oui, ça sans l'ombre d'un doute. J'ai eu, dès l'âge de 9 ans, la bibliothèque ouverte et je peux vous dire qu'elle était fort abondamment fournie. Il y avait dedans, ça pouvait aller de Pierre Louis jusqu'au maître de l'église, et à moi de choisir et à moi de faire mes choix. Et qu'avez-vous choisi la première fois? La première fois, c'est très très curieux.
J'ai choisi un livre qui était La civilisation chinoise. Et je devais avoir 9 ans. C'était un énorme livre qui devait faire 1500 pages. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi La civilisation chinoise. Ça me paraissait être le comble du défendu, peut-être. Le comble du secret, le comble de la science, la découverte. À cette époque, vous habitiez en Gironde, je crois? Non, à Paris. À Paris. Alors vous êtes né en Gironde. Je suis né en Gironde, mais j'ai passé vous êtes revenu à Paris. J'ai passé que 15 jours en Gironde, et plus toutes mes vacances d'enfant. Et finalement, vous vous êtes établi à Genève depuis 1978, on dit 78 oui. 78. 78, ah, vous dites, 78. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez de vraies racines à Genève? Oui. Et c'est peut-être la seule ville... Et pourquoi ce choix, en fait? Au début, je n'en savais rien. Au début, j'avais un impératif qui était d'élever des enfants et de les élever dans la tranquillité. Donc j'avais un choix qui était tout sauf Paris. Et alors il y avait éventuellement Bruxelles, il me fallait une ville francophone, où j'ai de nombreux amis et où c'est une ville très sympathique, où les gens sont très accueillants. Il y avait Montréal, qui est aussi une ville très sympathique, mais plus froide. Et il y avait Genève. Et j'ai finalement choisi Genève en pensant que les enfants feraient peut-être plus de sport, parce qu'il y avait le ski à proximité, parce qu'il y avait le lac, parce qu'il y avait tout un tas de choses qui faisaient qu'on pouvait envisager une éducation sportive, sereine, gentille. Dans un climat relativement harmonieux. Dans un climat harmonieux. Un journaliste a dit de vous, Marie Laforêt... Ah oui, certainement. Il a eu tort. Enfin, je vous le cite quand même. Il a dit à peu près ça, vous me corrigerez si ce n'est pas tout à fait exact. Il a dit, Marie Laforêt, c'est une Catalane faite Suissesse par amour de la France. Par désespoir de la France. Par désespoir. La France vous a beaucoup déçu? Beaucoup. À quel point de vue? Culturel, politique. Elle ne m'intéresse plus. Et boum. Maintenant, faites comme vous voulez. Au début de cet entretien, vous avez parlé de votre désir d'entrer au Carmel. Je crois savoir d'ailleurs que vous avez traduit Sainte Thérèse d'Avila. Oui, enfin, c'est une manière de dire. On a reporté cette petite anecdote, mais qui était un petit travail d'enfant de 14 ans. Mais j'étais effectivement très impressionnée par le style de Thérèse et par le style de Saint Jean. Et c'était pour moi une joie que d'essayer de les traduire. Mais enfin, ça n'est pas un travail. C'était le livre des demeures ou le grand livre de Thérèse? Ou c'était autre chose? Non, comment ça s'appelle? Je sais Il y a un plus. autre titre aussi, Le Château intérieur. Le Château intérieur. Voilà. Oui. Château intérieur. C'est votre petit côté hispanique qui... C'est mon côté castagnette et tango, oui. Mais sur un ton peut-être plus sévère. Parce que vous avez une origine de ce côté-là? Oui, je suis catalane d'origine. Et par qui? Par votre mère? Par mon père. Par votre père? Par mon père, je suis catalane d'origine et très flamenco de cœur. Mais personne n'est parfait. Ça, je le sais bien. Est-ce que cette chaleur, ce côté castagnette n'est pas un peu difficile à vivre à Genève, qui est réputée assez froide? Non, pas du tout, parce que c'est justement le contrepoids de mon tango. Quand je suis ici, je me mets au coin du feu, je lis, j'écoute les heures qui passent à la cathédrale, je me calme, je réfléchis, ça c'est plus difficile, mais je réfléchis quand même, et je me sens bien, je me sens en pleine possession de mes moyens, je peux repartir pour une autre bataille, qu'elle soit à Rome, qu'elle soit à Paris, qu'elle soit dans le monde d'une manière générale. Ici, c'est mon couvent intérieur, celui que je n'ai pas fait. Mais dans votre famille, à l'époque où vous étiez adolescente, est-ce que la présence de la religion était très forte? Oui, elle était forte et en même temps non pesante. Elle était... Qu'est-ce qui vient de vous dire? Que vous aviez fait 10 minutes oui, déjà? Bon, oui, on est... Eh bien, elle était non pesante, elle était légère, elle était drôlatique. Elle était... mon père à l'église, à cette époque-là, on disait la messe en latin et on suppliait, à un certain moment dans la liturgie, on suppliait de nous donner des prêtres, beaucoup de saints prêtres. Et toujours mon père ajoutait entre ses dents avec un énorme sérieux et un tout petit peu intelligent, s'il vous plaît.
Et ça me donnait une idée de la religion gentille, gentille et spirituelle. Vous avez bien accepté Vatican II? Vous avez combien d'enfants? Aucun. Bon. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. C'était juste pour éviter une question un peu... Non, je n'ai pas accepté bien Vatican II, je ne l'ai pas bien accepté et aujourd'hui je l'accepte. Aujourd'hui je l'accepte parce qu'après tout, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des tas de revirements, des tas de choses qui sont allées à l'endroit et à l'envers et que tout compte fait, ils ont quand même, envers et contre tous, ils ont conservé la doctrine et c'est tout ce que je leur demande. Alors à moi maintenant de faire mon trajet particulier, mais ils font leur travail avec les moyens qu'ils ont, ils sont quelquefois difficiles. Le pape, c'est un personnage important pour vous? Très important. Très important, c'est la seule fois de ma vie que j'ai sablé le champagne seul, lorsque j'ai vu que c'était un Polonais qui allait être pape. Je connaissais bien la Pologne, j'avais une idée approximative de ce que pourrait être un pape polonais. Et je me suis toute seule, j'étais dans un hôtel en Belgique, je crois, ou je ne sais pas où, en tournée, et je me suis fait offrir une bouteille de champagne à moi-même, et je me suis sablée toute seule le champagne. J'ai trinqué avec moi-même. Vous avez souvent recommencé les vendanges de l'amour, c'est-à-dire que les différents crus n'avaient pas ni le corps ni l'esprit que vous leur souhaitiez. Ce serait parler de gens qui ne sont pas tous encore morts, et je préférerais n'en point parler. Il est certain que pour ce qui est du corps, je n'en dirai rien, et pour ce qui est de l'esprit, il n'est pas d'usage de parler des absents. Alors justement, vous qui êtes, si j'ai bien compris, catholique convaincu, oui. Vous n'avez jamais... J'ai pas honte, j'ai pas honte du tout. Vous n'avez jamais, je crois, été marié à l'église. Non, et c'est la raison pour laquelle... Eh bien, écoutez, mon premier mari était déjà divorcé, le deuxième était juif et le troisième était contre l'église. Avec tout ça, et du reste, il est parti, avant même que j'ai eu le temps de m'apercevoir qu'il était là, il est parti un beau matin, 1 an après que nous soyons mariés, et j'ai beaucoup regretté que nous ne soyons pas mariés à l'église, mais... je n'ai pas dit mon dernier mot. Donc, aux yeux de l'Église, vous êtes encore une jeune fille. Je suis une jeune fille avec 3 enfants. Vous avez écrit en 1981, je crois. Enfants. 5, oui. Vous avez écrit une autobiographie qui s'appelle Contes et légendes de ma vie privée. Et je crois que depuis un certain nombre d'années, vous vous êtes attelé à une œuvre d'envergure qui concerne les premières années de l'ère chrétienne, avec un personnage très important qui est Hérode au centre. Alors c'est un peu vos travaux d'Hercule et votre Arlésienne. C'est les deux en même temps, et d'ailleurs je ne vois pas pourquoi ma vie privée serait moins intéressante que la vie d'Hérode. Mais enfin, ceci est une parenthèse. On n'aura pas le temps d'en parler, parce que là je sens qu'il est en train de vous faire des signes. Je ne vois que vous. Ah, c'est gentil. Je vous écoute. C'est effectivement un gros travail et je crois que je ne peux le réaliser qu'ici, qu'à Genève. Alors là, je suis en train de préparer mes étagères pour mettre ma documentation parce que je suis pour l'instant envahie par des cartons de livres et que je vis au milieu des cartons. Mais c'est le père ou le fils? C'est Hérode Antipas ou Hérode le Grand? Ah non, c'est Hérode le Grand. Donc quand même. Mais qui est mort juste avant la naissance du Christ. Il est mort en moins 4. Hein? Il est mort en moins 4, c'est-à-dire que le Christ avait 2 ans, si j'ose dire. Pardonnez-moi, je fume. Le Christ avait 2 ans et il a donc vu la naissance du Christ et il l'a préparé, il l'a voulu, il l'a dirigé vers l'Égypte, qui était un centre culturel important. Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire d'Hérode parce que c'est l'objet d'un livre et j'espère que vous le lirez. Alors pour venir à une idée que nous évoquions tout à l'heure, je conclurai Déjà ? Oui, malheureusement, en citant François Mauriac, illustre écrivain, qui avait dit de vous, Marie Laforêt est la 8e merveille du monde. Si j'étais jeune homme, je l'épouserais. Merci, Marie Laforêt.